Le contrôle des moyens de production, il nous échappe parce que nous avons perdu le contrôle du droit. Hein, vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le capitalisme, c'est du droit. C'est la gendarmerie, la police, l'armée qui obéissent à une bande de crapules qui ont pris le contrôle des règles. Il y a une poignée de personnes qui prennent le contrôle de la production du droit et qui écrivent le droit des propriétaires. Et au diable les travailleurs, quoi, hein, et tant pis pour les travailleurs. Le capitalisme, c'est du droit, je pense. Alors, je suis sûr que les marxistes en voudraient de présenter ça comme ça, parce qu'ils voient des rapports de force ils voient le droit comme une conséquence. C'est vrai comme la poule et l'œuf, hein, on pourrait dire, c'est vrai aussi que le droit est une conséquence, mais une fois que tu as pris le contrôle du droit, tu deviens maître de la suite, tu verrouilles les possibilités de changement. Hein. Donc, récupérer les moyens de production... Proudhon avait peut-être... Comment faire sans changer le système? Et quand je pense à système, je pense à la Constitution qui donne le pouvoir aux riches. Hein. La Constitution qui donne le pouvoir... Comment elle fait pour donner le pouvoir aux riches? La Constitution, en prévoyant la désignation d'acteurs politiques avec un suffrage universel, qui est en fait la possibilité de choisir des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis, qui sont choisis par qui? Eh bien, justement, ceux qui ont les moyens de financer l'exposition des candidats dans des proportions telles qu'ils vont être élus parce que les gens votent pour ceux qu'ils ont vus, ceux dont ils ont entendu vanter les mérites, ben, ils votent pour eux parce que la plupart des gens ne sont pas politisés. C'est ça qui permet d'acheter le pouvoir politique. C'est que la plupart d'entre nous, l'immense majorité, je sais pas, 80-90% des gens ne sont pas politisés. Ils regardent le spectacle politicien et celui qui a eu le plus de chance, celui qui a apparu le plus souvent, celui à qui on a posé les questions les moins gênantes, celui qui a été bien vendu, mais ça demande des moyens faramineux, hein, de présenter correctement les candidats, et bien celui-là sera élu. Mécaniquement, vous pouvez mettre en challenge un gars formidable, mais qui n'est pas montré, qui n'est pas mis en valeur, et il n'y a aucune chance. Il ne gagnera pas du tout, il n'y aura même pas de voix du tout, presque pas, quoi. Et donc c'est ça qui permet, c'est ce théâtre de dupes, ce jeu de dupes, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique. À mon avis, c'est les institutions qui permettent ça, les institutions qui mettent en place ce faux suffrage universel, donnent le pouvoir aux riches. Elles le vendent, mais à un prix si dérisoire compte tenu de leur fortune que pour eux c'est comme si c'était cadeau, quoi. Cette façon de désigner nos acteurs politiques permet aux riches d'acheter littéralement comme on achète une voiture, d'acheter les acteurs politiques. Et si on prenait, si on prenait du temps, parce que moi je pense que ce système il est encore vachement résilient. On en parlait avec Jean-Zin sur le pétrole, ils sont en train de faire des trucs pour pas passer à l'étape suivante, enfin bref, ils vont encore faire traîner les trucs un certain temps. Si on prenait du temps pour s'engager dans la reprise des moyens de production, c'est-à-dire la capacité de se nourrir, de se loger, de se vêtir, de s'informer, de fabriquer notre propre énergie, qu'on encadrait cette production à travers des moyens d'échange comme les monnaies citoyennes qui permettraient justement que cette force économique ne puisse plus remonter sur les marchés financiers, ne puisse plus alimenter un certain nombre de réseaux qui justement créent ces rapports de force sur les marchés financiers. Et si justement on mettait en place un revenu d'existence, nous on appelle ça un revenu d'autonomie, qui permettrait à tous les citoyens de cet éco-village de profiter pleinement de la production que nous serions capables de produire entre nous, est-ce que là, et si ça c'était objectivement validé par un comité scientifique qui validerait bien qu'effectivement il y a un développement économique qui se crée, on a bien pris en charge les moyens de production et qu'on avait une capacité à essaimer ce type d'expérience, est-ce qu'au bout d'un certain temps, si d'autres commençaient à s'y mettre, est-ce qu'on n'aurait pas là un outil de non-coopération qui permettrait à la fois de trouver l'organisation sociale qui correspondra au temps nouveau et en même temps de résister, de se donner le temps de les... C'est très séduisant. Évidemment, c'est complètement complémentaire. Cette idée-là est complémentaire de ce que je défends, complètement. Et il me semble, mais tu vas peut-être trouver une réponse à cette objection, mais l'objection qui me vient à l'esprit, c'est
toutes les histoires de monnaie complémentaire, parce qu'il y a déjà eu plein d'expériences de monnaie complémentaire, plein qui marchent vachement bien, et qui ont des résultats incroyables, les monnaies complémentaires, ça marche génialement bien. Dès qu'un corps social se réapproprie la possibilité de créer les signes monétaires, et c'est incroyable, le chômage disparaît. Le chômage disparaît, c'est incroyable. Les gens sont au chômage parce que nous manquons d'argent. D'argent disponible pour tout le monde. Pas d'argent dans l'absolu, parce que si l'argent existe, ça a été dit tout à l'heure, mais qu'il est accaparé dans les casinos, dans les jeux de casino des riches, c'est juste comme s'il n'y avait pas d'argent pour nous. Voilà, hein. Donc l'argent disponible. Et donc, mais mon objection, parce que c'est ce dont j'ai peur, mais on aura peut-être une réponse, mais c'est que pour l'instant, il y a des causes de chute des monnaies qu'on peut éviter. Les faux monnayeurs, on doit arriver à se débrouiller pour les éviter. Le fait de créer trop de monnaie, ça met la monnaie par terre. On a compris, on sait, on fera attention, on n'en créera pas trop. Mais il y a un obstacle qui nous échappe et qui est la cause de plein de chutes de monnaie, c'est que la Banque centrale intervient et fait donner la gendarmerie pour interdire. Attends, c'est quand même, alors, parce que si tu veux, si on est marginaux, ils vont nous laisser faire, ils vont nous laisser jouer dans notre bac à sable. Et si le truc, comme je le pressens, hein, est sexy, attrayant, il va marcher, il va être contagieux, il va y en avoir des éco-villages qui vont se créer, des éco, comment tu dis, des éco-sites, des éco-hameaux, éco-villages, vachement sexy, ça peut marcher très bien. Hein. Mais quand le système voit qu'il est en danger, regarde l'histoire des 200 dernières années, c'est des massacres, hein, c'est du sang. Ça leur fait pas peur du tout de tirer dans le tas, quoi. Hein. Mais justement, alors bon, qu'est-ce qui va les empêcher là? Eh bien justement, est-ce que ça, parce que l'idée c'est justement, dans les principes de non-violence active, l'idée c'est de mettre un nez rouge à l'adversaire. Pour l'instant, l'adversaire, il n'a pas de nez rouge. Il se cache derrière un fatras. Il paraît sérieux. Voilà, il paraît sérieux, tout puissant, il sait tout, et l'économie ceci, et la finance cela, et nous sommes incompétents. Mais comment vous allez faire ça, nous, comme disait le mec quand il parlait à Gandhi, etc. Et donc finalement, ils ont une espèce d'aura de savoir, etc. Mais imagine si se créent des expériences nouvelles où des citoyens, avec justement tous les outils fabriqués par la société civile depuis une dizaine d'années, se réunissaient quelque part, qu'ils aillent dans une commune la plus dépeuplée, commune économiquement morte, tu vois, avec que des vieux derrière les vitres, tu vois. Ils prennent 150 hectares et 5-6 ans plus tard, développement économique, les gens sont joyeux, prospérité scientifique derrière, qui disent mais oui, développement économique. Activité culturelle. Et là les mecs ils disent ah non mais là c'est pas possible. Est-ce que tu imagines l'impact sur l'imaginaire? Ouais, mais tu sais que c'est pas ça, que ça les arrête pas, hein, les affreux. Ah mais ils vont interagir, mais là nous changerons d'étape. Parce que le problème c'est que on est toujours en réaction par rapport à... Mais si là, ils essayaient d'interdire ça, mais je pense qu'il y a des gens qui se lèveront en disant mais là, c'est vraiment injuste ce que vous faites. Hein. Et il y aurait une preuve en plus en disant mais ça marche, pourquoi ils arrêtent ce truc-là? Il y a quelque chose qui va dans... Je te livre le... Oui, il y a des choses qui... Il y a un argument qui va dans le sens de l'optimisme, parce que c'est inédit, parce que ça n'existait pas à l'époque où ils tiraient sur les mineurs. Quand ils tiraient sur les mineurs, c'est les gens les plus... C'est les damnés de la terre. C'est des gens qui ont un travail de merde, ultra dur, tu n'as pas idée. Moi, je viens de finir Germinal, je viens de finir le Quai de Vigan d'Orwell. La description minutieuse de la vie des mineurs, c'est juste terrifiant, c'est l'enfer sur terre. Et ces gens-là n'étaient pas payés du tout. Ils crevaient de faim et de froid, c'est affreux. Ces gens-là, on continuait à dégrader leur situation, à les payer de moins en moins, à leur faire payer le boisage, leur faire payer l'étayage des galeries. Fou de colère, parce qu'ils sont en train de mourir de faim littéralement, ils font grève. Ils vont tuer personne. Ils font grève, ils s'arrêtent de travailler. Ils disent, à crever, au moins on crève en arrêtant de nous épuiser. Et là, normalement, la compassion. Les propriétaires font tirer, ils mobilisent la puissance publique, la gendarmerie qui est là pour protéger les gens, et qu'ils utilisent la gendarmerie pour tuer les mineurs en grève.
Et la protestation a été énorme. Les journaux ont gueulé en disant mais comment, mais on ne tire pas sur les mineurs. Mais ça s'est fait quand même. Si tu veux, alors, il y a quelque chose qui me fait avoir un peu d'optimisme, c'est que les journaux étaient tenus par les plus riches. Et que les outils de communication dans le corps social, pour que les cellules du corps social soient au courant de l'horreur, étaient misérables. Nous n'avions pas de moyens de nous informer. Les gens n'étaient pas informés. Et donc, n'avaient pas le moyen de se mobiliser comme nous avons. Aujourd'hui, on a un moyen de se mobiliser inédit dans l'histoire des hommes. C'est une banalité de le dire, mais Internet, c'est plus qu'un moyen technique. C'est un truc, c'est vraiment un moyen technique qui a une puissance, enfin il y a un potentiel politique majeur parce qu'il nous permet de nous mobiliser vite et de nous informer, de faire monter le niveau de connaissance, de conscience et d'exigence vite. Et ça, peut-être, ça peut permettre de résister à des... Peut-être. Et t'imagines si cet éco-village ou ces éco-hameaux étaient soutenus par des soutiens financiers sous forme de crowdfunding, de participation de milliers et de milliers de citoyens qui disent on veut voir ça, on veut voir ce que ça donne. Est-ce que là on n'aurait pas un moyen inédit et avec une chance, c'est vrai, supérieure à ce qu'on a vu au 19e et au 20e, une chance moindre de massacre par les riches qui sont prêts à nous massacrer, hein, pour rester riches et privilégiés. Il suffit de regarder un tout petit peu dans l'histoire, puis quand plus tu regardes, plus tu as compris. Et comment on pourrait connecter maintenant ça avec justement tout le travail que tu fais sur la Constituante, parce que moi je crois à la Constituante, je crois que seule la volonté générale permet de dire le droit et de dire le bien commun, et c'est en étant constituant qu'on fabrique la démocratie. Comment on pourrait faire pour qu'à l'intérieur de ce projet qui se développe micro, il y ait déjà tous les éléments qui permettront ensuite de basculer sur quelque chose de macro sur le plan de la Constitution. Comment on peut relier le travail par le haut, on va dire, et le travail par le bas? Mon travail n'est pas du tout par le haut, hein, il est par le bas. Enfin, par le haut, quand je veux dire, par rapport à la... Moi, je prends le truc à la base, et c'est les humains qui doivent devenir constituants. Donc, ça ne peut pas être plus à la base. Ceci dit, c'est vrai que quand on réfléchit à la Constitution, très souvent dans les ateliers, on distingue la constitution de la commune et la constitution de la fédération de communes. La démocratie s'écrira dans la commune, ou à petite échelle locale, et si pour faire nation et se protéger contre les périls extérieurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même à l'extérieur des oligarchies armées et cupides, hein, et cruelles, comme je disais tout à l'heure, pour se protéger contre ça, il faudra qu'on se réunisse entre communes pour avoir une défense. Une défense militaire. Donc les ateliers de constituants, en fait, tu fais écrire les constituants communales. Mais ça je savais pas ça. Oui. Ah ouais, mais c'est génial. Ah oui, donc tu fais écrire la constitution des communes, des gens dans lesquels tu passes en fait. Alors oui, mais si tu veux, c'est la même. Y a la commune de ce village ici, il n'y a aucune raison qu'elle soit différente de on a les mêmes problèmes. Et au Chili et en Afrique, ce sera pareil. Les humains ont les mêmes problèmes avec les mêmes solutions géniales qui ont été inventées depuis longtemps. Séparation des pouvoirs, reddition des comptes, mandat court, non renouvelable, initiative populaire, monnaie publique, médias indépendants, inappropriables, interdiction de l'acheter par les entreprises, banque privée égale crime contre l'humanité, toutes les banques sont publiques ou n'existent pas. Tout ça, c'est commun. C'est commun à toute l'humanité. Donc si tu veux là... et puis je ne veux pas préjuger, moi, de ce qui sera écrit dans cette commune ou dans celle-là. Les humains décideront bien ce qu'ils ont envie d'écrire. On n'écrit pas la Constitution. On s'entraîne à écrire une Constitution. C'est-à-dire qu'on s'entraîne à devenir adulte pour être capable de vouloir de façon autonome sans passer par des maîtres. Et donc c'est un entraînement qui va conduire à une liberté qui donnera peut-être des choses que je n'ai pas prévues. Et peu m'importe, je ne suis pas là, ça ne m'effleure pas une seconde de décider à la place de tous ces gens des constitutions qui vont écrire. C'est s'entraîner encore une fois à être constituant. C'est s'entraîner à être constituant, voilà. Parce que pour l'instant, on est vraiment des enfants au sens strict politique. On est mineurs en fait. On est mineurs, les enfants, c'est les gens qui n'ont pas la parole, hein, étymologiquement. Et donc, littéralement, nos maîtres nous infantilisent en nous imposant la représentation, en nous disant, le système il sera représentatif et c'est comme ça.
Et on ne vous demande même pas votre avis, ce sera comme ça. Maintenant, quel maître vous voulez? Quand les gens nos élus, nos maîtres font ça, ils nous infantilisent. Et alors que dans les droits de l'homme de 1789, il y a un article qui stipule bien que la loi peut être écrite par les citoyens eux-mêmes ou par leurs représentants. Ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Elle a toujours dit qu'on pourrait écrire notre Constitution par nous-mêmes ou par les représentants. Oui, on a gardé que la deuxième partie. Oui, mais toutes les règles ne valent que par leurs sanctions. Si tu prévois une règle sans sanction, c'est comme si tu n'avais rien fait. Et donc, je pense que toutes les règles qui sont faites par nos maîtres ne pourront jamais jouer que contre nous. Si on veut des règles qui défendent nos intérêts, il faut que nous les écrivions nous-mêmes. Juridiquement, ce qui va emporter le morceau, c'est les articles suivants qui imposent qui ont une force contraignante et qui sont assortis de sanctions, de façon à ce que les acteurs y obéissent. Quand tu dis les hommes naissent libres et égaux en droit, bon, mais après, c'est bien gentil, mais si tu prévois pas les modalités contraignantes qui donnent vie à ce grand beau principe, c'est comme si tu n'avais rien écrit. Donc ça veut dire qu'en étant constituant, non seulement on doit écrire les règles, mais en plus on doit écrire les sanctions liées au non-respect de ces règles. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, dans la Constitution, c'est-à-dire qu'il faudra l'écrire, la Constitution, puis il faudra la surveiller après. Il faudra vérifier qu'elle est bien appliquée. Il faudra mettre... il ne faut pas que je sois violent, mais il faudra s'occuper nous-mêmes de punir les traîtres qui la dévoient ou qui la trahissent. Il faudra s'occuper nous-mêmes de protéger notre Constitution. Donc il faudra, je veux dire, constituant, ça veut dire vraiment non seulement écrire la Constitution, mais ensuite s'occuper de la révision de la Constitution, former nos enfants à découvrir très tôt ce que c'est qu'une Constitution, leur rôle, leur faire des ateliers pour qu'ils sachent le faire. Donc former nos enfants pour qu'ils prennent la relève. Et le processus de mise à jour, le fait de la faire vivre... C'est à nous de penser ça. Et il y a des ateliers qui se disent, bon ben non, t'as un souci, on va bosser. Mais l'atelier, je te dis, là si on se mettait à écrire, on pourrait faire un atelier, quoi, en 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, c'est nous qui décidons, c'est nous qui décidons d'écrire. Et il y en a qui se mettent en tête d'écrire, et vraiment on devrait tous le faire. Comment est-ce qu'on va faire pour... mettre à jour, réviser la Constitution? Est-ce qu'on s'impose, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée d'imposer une remise à plat tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 5 ans, pour que les jeunes gens qui arrivent là, la dernière fois qu'on a voté, ils étaient mineurs. Mais là maintenant ils sont majeurs. Mais il faut leur donner voix au chapitre, hein. Ils ont peut-être des bonnes idées, ils ne sont pas d'accord, il faut qu'ils participent. Qu'elle vive cette Constitution. Absolument, absolument, il faut qu'elle vive. Ouais. Mais ça c'est à nous. Si nous l'écrivons nous, on va penser à ça. Si c'est des voleurs de pouvoir qui mettent en place une prison, ils vont avoir le mobile inverse. Eux, ils ont bien réfléchi à une prison politique. Ils vont évidemment faire bien attention à ce qu'on ne puisse pas, nous, la réviser. Mais bon, ça c'est parce que c'est pas à eux de l'écrire. Mais du coup, si nous l'écrivons, ça change tout. Et du coup, comment tu vois, justement, puisque là nous on travaille plutôt justement sur cette idée de constitution de cette expérience qui est cet éco-village Terra, comment tu vois le passage des constitutions de communes à ce que tu as appelé les constitutions des fédérations de communes? Comment on passe de cette constitution communale à une constitution plus fédérale? Tu vois j'ai pas une solution. J'ai des idées là-dessus, mais à mon avis, il faut qu'on continue à y réfléchir beaucoup, parce que c'est tellement neuf de partir de la base. C'est pas une fédération comme la fédération allemande ou la fédération américaine qui viennent d'en haut. La fédération américaine, elle a été pensée par les riches qui ont mis en place une plutocratie, un régime où les riches ont le pouvoir. Pluto, ça veut dire riche, cratie, c'est le pouvoir. Et donc, les Madison, les Jefferson, les Jay, les Washington, tous ces gens-là étaient esclavagistes. Passage, hein, tous les libéraux étaient esclavagistes. C'était libéraux pour eux et esclavagistes pour les autres. Ça continue d'ailleurs. Hein. Ceux qui se disent libéraux, méfiance absolue, quoi. Hein. C'est des libéraux pour eux, pour leur bande d'hommes libres. Mais il y a des victimes à prévoir au libéralisme. Alors il y a quelques libéraux défendables, mais vraiment, la plupart sont... En tout cas, ils étaient tous esclavagistes et ils ont mis en place une plutocratie. Et donc la fédération qu'ils ont mise en place, c'était une fédération qui se protégeait contre le peuple, qui redoutait plus que tout les réunions publiques et les manifestations publiques.
Les manifestations du peuple étaient le plus grand danger pour eux. Ils savaient bien qu'il ne fallait pas qu'on se réunisse. Et du coup, Et donc, par contre, si nous on écrit une constitution, si nous on écrit une fédération, et ça a juste rien à voir. C'est le même mot fédération, mais c'est comme c'est nous qui l'écrivons et que ça part de la base, qu'on commence par écrire des constitutions communales et puis qu'ensuite on décide commune par commune avec qui on veut se fédérer pour faire une entité plus grande qui est la fédération de communes. Ça existe. Hein. La fédération suisse était parfaitement démocratique au début. Dans chaque canton, ils avaient une constitution. Et ils avaient une constitution fédérale en plus, mais qui n'avait que des maigres et faibles pouvoirs. Et dans chaque canton, il n'y avait pas de représentants. Il n'y avait pas de conseil municipal. Ils votaient eux-mêmes leurs lois. Ils se réunissaient dans une grande salle et ils votaient eux-mêmes leurs lois. Ils avaient quand même une fédération. Mais la fédération, ils ne lui donnaient que les pouvoirs qu'ils voulaient lui donner. Et juste ça, ils étaient très jaloux de leur souveraineté. Et ils appelaient, donc ça s'appelle la subsidiarité. La subsidiarité, c'est le confinement et la protection des pouvoirs que nous voulons exercer nous-mêmes. Le souverain protège son pouvoir en disant ce qu'est la subsidiarité. Et ce que je délègue, c'est uniquement, on décide entre nous et dit ça, bon, ok, il faut qu'on le donne à la fédération parce que l'organisation des trains, des téléphones, de la banque, de l'armée, il faut que ce soit fédéral. Non, c'est sous notre contrôle. Mais on le délègue sous notre contrôle. Donc, mais tout part de la commune. Et tout part de la commune. Le pouvoir est dans la commune, dans le territoire de vie du citoyen. Absolument. Et les contrôles de la fédération sont toujours communaux et c'est nous qui les instituons. Il y a une option qui consiste à dire, et si on réunit une assemblée constituante tirée au sort au niveau national, on imagine qu'elle va mettre en place des communes. Là, on est au-dessus de la fédération, du coup, alors. C'est-à-dire que c'est une autre façon d'arriver au truc, et à mon avis, on n'arrivera pas. Une assemblée constituante, même tirée au sort, c'est difficile de prédire l'avenir, hein, parce qu'elle va être souveraine, hein, elle va être autonome, elle va travailler sous notre regard, mais elle va avoir la puissance constituante, et on ne peut pas savoir exactement ce qu'elle va écrire. Et tu ne crois pas qu'aujourd'hui... Est-ce qu'elle va écrire une fédération de communes, avec une autonomie des communes, avec un droit de sécession des communes? Attends, ça fait peur ce truc-là, parce que tu dis, comment je vais faire société en donnant à chacun le droit de faire sécession? Mais du coup, il faut d'abord le faire dans des communes, et une fois qu'on aura les communes bien en place, après... à mon avis, oui. Si tu veux, je ne peux pas l'imposer, et ça ne vient pas à l'esprit de l'imposer, mais quand on va en discuter entre nous, le processus le plus raisonnable, le plus prometteur, celui qui devrait déboucher sur une vraie souveraineté populaire, c'est la commune. C'est la constituante communale, mais en même temps, ça n'arrivera que si on s'est entraîné avant. Et les gens pourront participer directement, proposer de nouvelles motions pour modifier la constitution du village dans lequel ils habiteront. Ça ne sera pas une constitution fixe, voilà. Elle évoluera avec les gens qui... Très important de prévoir ça. Mais si c'est nous qui l'écrivons, on le prévoira. Les voleurs de pouvoir, après ça, ils installent leur verrou et après ça, ils disent non, c'est fou. Ça ne changera plus parce qu'ils ont mis bien en place leur verrou. Mais si c'est nous qui l'écrivons, on écrira la souplesse nécessaire pour que ça change quand on va l'avoir. D'ailleurs, quand tu parles de tirage au sort de constitution, tu parles de tirage au sort parce que pour toi, c'est pas possible que tous les citoyens directement l'écrivent. C'est une impossibilité technique pour toi. Exactement. Parce que si on pouvait le faire, ce serait le mieux. Ce serait mieux, voilà. Voilà, ok, on est d'accord. Ça, c'est vachement important. Idéalement, et d'ailleurs, peut-être que ça se passera comme ça. Idéalement, il faudrait que dans chaque commune, tous ceux que ça intéresse puissent venir et participer au processus. Ah, super, d'accord. Ça, je suis d'accord avec ça. Parce que le tirage au sort, pour moi, c'est le moins pire avant la volonté générale. Ça peut même être, pas seulement le moins pire, ça peut être une très bonne procédure dans d'autres circonstances que la constituante. Ça peut être pour désigner les chambres de contrôle, ça peut être juste la seule et bonne façon de pour les veilleurs, les contrôleurs. Oui, c'est ça. Les chambres de contrôle des juges, chambres de contrôle des médias, chambres de contrôle du Parlement, chambres de contrôle du gouvernement. Et si on avait des veilleurs tirés au sort dans tous les... Putain, t'aurais des vrais contrôles. Je peux te dire que là... Et ça, c'est à nous de avec possibilité de mandater des experts pour aller leur chercher des informations. Et de les en justice. Et de les foutre en justice. Et carrément même de convoquer le législatif pour dire mais là, attention, là, il y a un problème.
Tu as un site sur lequel tu fais comme une vitrine de ce que tu as vu, de ce que tu observes. C'est quoi? C'est un catalogue? Alors pour l'instant, il y a juste que le site où on présente le tour. Parce que justement, il n'y a pas encore la mise en ligne. L'idée, c'est que ce soit les acteurs eux-mêmes que nous rencontrons qui créent eux-mêmes les pages de outils. présentation. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment que les gens fassent par eux-mêmes. C'est pas que nous, on fasse. C'est exactement comme toi avec la partie constituante. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il faut que les gens, ils se réveillent. Moi, je sais faire ça. Je suis entrepreneur depuis 30 ans, je sais le faire. Mais moi, c'est bon. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les gens se réveillent et qu'ils fassent par eux-mêmes. Et donc, plus il y aura de personnes... à la louche. Là, on a vu, je pense, une centaine. Une centaine de gens. En un mois, on a vu une centaine de personnes. De gens qui ont des idées vraiment. Ah oui, et puis des choses qui marchent. Parce que l'idée, c'est de construire le cahier des charges de l'éco-village avec des expériences qui existent déjà. C'est-à-dire pas faire un cahier des charges avec des trucs qu'on imagine dans 10 ans. Non, faire des choses avec des choses qui existent. Mais c'est vachement bien que les éco-villages là prennent l'angle constituant. C'est bien ça. Ça m'intéresse de voir les projets. J'avais pas compris cet aspect-là et c'est bien. Disons que l'idée, c'est d'arriver à s'engager dans un... alors, j'aime pas le terme de combat, je suis très non-violent, mais s'engager dans une démarche de transformation profonde de notre système social et économique, mais en usant de la non-coopération et de la durée. Non-coopération avec le système. Voilà, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui, parce que ce système, et tu l'as dit tout à l'heure, ce système, en fait, il ne fonctionne que parce qu'on laisse faire. Oui. À partir du moment où on se réapproprie les moyens de production... En remettant les moyens à l'endroit pour penser ce qu'on veut. Voilà. Donc, dans la mesure où on remet en place les moyens de production, qu'on produit ce qui est vital pour nous, qu'on s'organise avec des moyens d'échange pour assécher les marchés... la puissance des marchés financiers. La puissance des marchés, voilà. Qu'en plus, on répartit ça sous forme de revenu d'autonomie au niveau du village. Ta particularité, c'est que ce soit en monnaie locale. En monnaie citoyenne locale. Voilà. Ce qui va permettre du coup de... un revenu de base en monnaie locale. J'ai découvert ça tout à l'heure, c'est vachement intéressant ça. Mais ça ne marche que si la Banque centrale le laisse faire. Hein. Mais nous avons passé 10 ans à faire qu'une loi soit créée. Il faudrait maintenant supprimer la loi de l'Assemblée nationale. Parce qu'une loi vient d'être votée après 10 ans de boulot qui institue clairement aujourd'hui la possibilité pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire de créer des monnaies locales complémentaires. Ah oui. Validées par la Banque Centrale Européenne. Ça date de là, c'est tout récent, des mois de juillet. C'est une bonne nouvelle ça, non? Ah mais c'est une très bonne nouvelle ça, après 10 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, des coopératives, des associations, des sociétés coopératives d'intérêt collectif avec à l'intérieur donc des communes, puisque les communes peuvent prendre 20% des parts dans la société coopérative d'intérêt collectif, peuvent se regrouper pour créer une monnaie et donc enfermer le pouvoir économique qu'ils vont eux-mêmes créer sur la commune et le faire circuler en tracteur respectueux des humains et de la nature. Les marchés financiers, les prédateurs financiers de venir chier le truc. Voilà, parce qu'on va récupérer la monnaie centrale des banques commerciales non éthiques, on va la déposer sur le compte épargne des banques éthiques. Du coup, on va diviser leur multiplicateur de crédit par 12 et on va multiplier le multiplicateur de crédit par 12 des banques éthiques. Tu vas créer des banques éthique. Tu l'as déjà commencé ça? C'est quoi? Alors la première, il y a un ticket d'entrée qui est énorme, non? Et non, justement, parce que justement, c'est ça qui est fou, c'est grâce, alors entre guillemets, grâce à la Banque Centrale Européenne qui veut une plus grande concurrence entre les banques. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, la NEF, qui jusqu'à présent s'est battue, qui n'était pas une banque, qui était obligée de s'adresser financière, voilà. Et bien la NEF, elle va devenir banque. Elle va devenir banque. Hein. Ah oui, ça c'est important, ça. Ouais. Et donc ça veut dire que si, grâce à la monnaie complémentaire locale, nous récupérons cette monnaie centrale et nous la mettons sur des comptes épargnétiques, on va assécher le multiplicateur de crédit et on va pouvoir réorienter ça vers les économies locales. Et là, on a un double pouvoir, à la fois constituant et économique. C'est super, ça va ensemble, ça. Et alors, sur les moyens de production, tu disais récupérer les moyens de production, mais pour l'instant, les moyens de production, ils sont appropriés. Ils ont des propriétaires. Comment tu fais pour les récupérer? Il faut les racheter. Et non, on va faire ce que Proudhon défendait il y a des années. On va prendre un terrain vierge. Le terrain il appartient à quelqu'un? À une commune. Et tu prends les terrains communaux. Communaux, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on va s'allier avec une commune qui est en train de mourir. Comme Marina Leda, quoi. Voilà. Une commune qui est en train de mourir, on va dire voilà, il y a des terres, il y a tout, mais il n'y a rien. Ben, nous, on arrive et on développe valoriser. Tout. Et en plus, on se met sur un terrain communal qui appartient à la commune. Et même s'il est en pierre, tu feras comme Rabbi. Rabbi a un tas de voilà, avec des outils de permaculture, culture sur but, on enrichira le terrain jusqu'à ce que ça devienne un terrain... Je peux ouvrir une parenthèse sur la permaculture? Ça marche, il faut de l'eau, non? Ça marche dans les pays pluvieux. J'ai un copain qui a essayé, moi j'habite dans le Midi, sud-est, sec.
et qui me dit qu'il a le plus grand mal à faire marcher la permaculture, qu'il ne pleut pas assez chez nous. Parce qu'en fait, il n'a pas designé son terrain, parce qu'il y a des expériences, il n'a pas designé son terrain, parce qu'en fait, en permaculture, on commence par faire ce qu'on appelle un design. Le design, ça implique le climat, les niveaux, un certain nombre d'éléments. Oui. Et en fait, on peut tout à fait prendre un terrain qui n'a quasiment rien, commencer par planter des hauts arbres qui vont, eux, enraciner, faire des pans d'ombre qui vont protéger des petits arbres, puis encore des petits arbres, puis des arbustes, recréer de l'humus, et à partir du moment où il y a de l'humus, ça commence à créer un microclimat, ça condense l'eau, ça crée des... Et progressivement, la nature se remet à fonctionner. Même au climat sec. Oui, on a des exemples, par exemple, quasiment dans le désert. Il y a un mec en permaculture à qui on a filé un désert, et il en a fait un verger verdoyant. Et ils ont arrêté l'expérience. Il est revenu 2 ans plus tard. Il y a une vidéo sur internet que tu trouveras. Il est revenu 2 ans plus tard après qu'ils aient arrêté. La terre était toujours grasse. Elle s'était encore enrichie, ne serait-ce que par le travail qu'il avait fait 3 ans avant. Donc il y a des choses maintenant qu'on connaît et c'est ça que j'ai découvert dans mon Tour de France, c'est que il y a des tas de trucs qui sont là, mais c'est abominable, des trucs, c'est tout ce gâchis, tu vois, il y a des tas de choses qu'on a une inventivité des acteurs, tout ça des humains, c'est poubelle, hein. pas bien valorisé, pas bien enseigné aux autres. Pour moi, l'extraction, je vois la mine, je vois l'enfer sur terre. Si j'arrive à faire ça à des esclaves d'acier, alimentés par le soleil, sans salir donc avec le soleil, j'ai débarrassé le corps social. Pas de problème pour moi. De l'enfer sur terre. Mais pas tout. C'est bien, non, c'est pas mal pour moi ça, la technologisation. Si nous la contrôlons et qu'on n'en fait pas un centre de profit et d'exploitation des humains comme des esclaves, si on en fait un outil d'émancipation pour qu'on puisse faire de la philo, de la musique, l'amour, enfin autre chose que... Oui, mais là, c'est nous échappera, c'est un peu la réflexion. Comment Eh ben, parce qu'on le voit bien avec le caractère hypnotisant qu'elle a. Moi, une question sur laquelle je voulais rebondir, c'est comment on entretient finalement, comment on fait perdurer l'implication citoyenne. Parce qu'il y a de grandes chances que dans avec un certain niveau de confort, je sois tenté progressivement de le lâcher, de me désintéresser. C'est ça qui, à mon avis, il y a eu des volontés tout aussi importantes dans le passé. D'émancipation. Après, la chance qu'on a, peut-être, elle se trouve quand même au niveau technologique, avec l'utilisation des vidéos. Oui. Voilà, il y a une époque, ils ne savaient pas lire, les gens. Donc même s'il y avait des gros scandales, il leur manquait du temps pour en prendre... qui arrivaient chez eux pour leur dire. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on veut tenter un peu de voir ce que ça peut donner à notre époque. Moi, je vois, comme Fresco, je vois dans la technologie, à condition qu'on ait le contrôle politique, et à mon avis, c'est ça qui manque chez Fresco, hein. Mais si on a le contrôle politique des acteurs et qu'on a garanti notre initiative, la puissance de notre initiative, par une constitution que nous surveillons, que nous connaissons, parce que nous avons appris dès le plus jeune âge à l'écrire, à la modifier et à la surveiller. Pour moi, la technologie dans ce cadre-là, c'est ce qui va nous... Enfin, nos parents rêvent de venir à bout de la malédiction du travail. Depuis des millénaires. Nous avons inventé les machines pour travailler moins. Le problème, c'est qu'avec la machine, à un moment donné, on devient dépendant de la technologie, donc de certaines compétences, donc de certaines personnes qui ont ces compétences. Et est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de la notion d'autonomie, donc de faire ses règles par soi-même? Est-ce qu'on ne peut pas laisser, à un moment donné... Alors moi je serais un choix, voilà, c'est ça, option de choix. C'est-à-dire, tu veux vraiment revenir à la terre avec ton cheval, ta terre, va cultiver, fais ton petit village avec ton chaume, voilà, c'est ça. Et ça me va. Tu veux un truc super technologique avec des fusées, des machins. Si ça respecte les humains et la planète, eh bien fais ton village technologique et choisissons chacun l'endroit où on a envie de vivre. Et ayons une fédération qui protège les droits à la fois des uns et des autres. Cette liberté passe par notre puissance politique. Oui, je suis d'accord avec toi. Par notre processus constituant. Et par la possibilité que chacun puisse y disposer de la terre nécessaire pour expérimenter le chemin de son propre bonheur. Mais alors, pour revenir à ma question sur la terre, comment tu imagines les arbitrages, qui va décider et sur quels critères? Est-ce que c'est éternel ou est-ce que c'est avec des durées courtes? Bon, toi, tu vas habiter en Provence, mais 10 ans. Et après ça va faire peur à tout le monde. Enfin, les gens ont besoin de racines. Moi, je ne suis pas contre la suppression de la propriété. Hein. Ouais. Je suis contre la... Mais comment tu l'attribues? Je pense que, pour moi, la monnaie, c'est un vote censitaire.
Pour moi, la monnaie, c'est une autre forme de vote. Il y a deux votes dans la République. Il y a un vote, voilà, un homme, une voix. Et après, tu as un paquet de voix. Et avec ce paquet de voix, tu en mets 10 ici, 20 là et 100 là. Et moi, je pense que je suis pas pour la suppression de l'argent parce que la monnaie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand même. C'est pas que. Voilà, c'est comment. Et moi, je pense que si tu veux plus ça, alors tu dois ensuite te priver d'autre chose pour avoir ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose de positif dans la société. Par contre, la question, et là on revient au premier article des droits de l'homme de 1789, les distinctions sociales doivent être fondées sur l'utilité commune, et ça on l'oublie toujours, on parle toujours de la première partie, mais jamais de la deuxième. Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune, ça veut dire que la monnaie étant une distinction sociale, elle devrait être fondée sur l'utilité commune. Et donc, normalement, ceux qui disposent de plus de monnaie devraient être ceux qui servent le plus l'utilité commune. Et donc, je pense que l'utilité commune, c'est un moyen, justement, de répartir la rareté en fonction de son service à l'utilité commune et au bien commun. Et ça pourrait être un bon moyen de répartir les ressources. Plus on s'approche de l'utilité commune au service du bien commun, et plus, normalement, la personne devrait être distinguée socialement. Elle peut bien sûr refuser d'être distinguée. Moi, je préférerais qu'elle refuse d'être distinguée socialement. Mais si elle en a vraiment besoin, bon, mais on passe cet accord, ok, bon, tu veux être distingué socialement, je te donne plus de monnaie. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment qu'on ait reconstitué ce qu'est l'utilité commune au XXIe siècle. Et je pense que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le bien commun, fondement de la volonté générale, on ne sait pas ce que c'est au XXIe siècle. On ne l'a pas redécidé. Il faudrait qu'on redécide ce qu'est le bien commun. Tu as commencé quel mot tu utiliserais pour définir le bien commun? Tu as commencé? Vous avez commencé à travailler? Et bien justement, c'est là que pour moi, seule la volonté générale peut décider ce qu'est le bien commun. Il faut qu'on se réunisse en assemblée. Mais quand on essaye pour voir, ça donne quoi? Les gens donnent quoi? L'eau, l'énergie, la terre, l'information. C'est les ressources. Ils partent sur les ressources. Et la liberté. D'accord. Il y a quelques objets immatériels. Immatériels. L'information. Et vous avez une réflexion sur les valeurs de la société, qu'est-ce qui est bien? Parce que pour l'instant, les libéraux, le credo des libéraux, c'est de dire le bien et le mal, c'est pas l'affaire de l'État. L'État n'est pas défenseur du bien. Depuis les guerres de religion, on dit ça suffit. L'État ne défend plus le bien. Le bien et le mal, c'est une question privée, c'est une question intime. L'État ne se mêle plus de ça. Résultat, on n'arrive pas à faire respecter le bien et le mal. Enfin, on a un problème avec l'approche libérale du bien et du mal, et la recherche d'Orwell d'une common decency, c'est-à-dire de valeurs communes qui seraient la bienveillance, la tolérance, la solidarité, le fair play, l'empathie. Cette réflexion-là, elle aide à faire société. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, vous avez pensé à ça, vous avez eu des débats là-dessus sur les valeurs du corps social, qu'est-ce qu'il en émerge si vous l'avez fait? Alors ces valeurs, en fait, on pourrait toutes les résumer à travers ce qu'on appelle le buen vivir. C'est-à-dire le bien vivre. Voilà, le bien vivre. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les décisions qui vont dans le sens d'une utilité commune doivent être pro-vie. C'est-à-dire doivent permettre de vivre mieux et plus longtemps à toutes les formes de vie. Toutes les décisions qui ne permettent pas de vivre mieux et plus longtemps à toutes les formes de vie. Alors justement, c'est bien ça que c'est vachement important. On mange plus de viande alors. Hein? Ah alors, moi je suis pas. Alors si je suis pas un fou furieux. Je dis que dans la mesure où des personnes veulent continuer à manger la viande, ce qu'on va demander, c'est que les animaux soient heureux, vivent dans les conditions les plus proches possibles de la nature. Et pour ceux qui ne veulent pas manger de la viande, ils doivent pouvoir ne pas manger de viande. Et on doit se mettre d'accord, au consensus, au consentement, à décider ensemble, quelles sont ces conditions qu'on demande pour les animaux. Sachant qu'à terme, peut-être, effectivement, par une culture de plus en plus sensible, on arrivera à un moment donné à se passer aussi de viande. Mais moi, j'en fais pas un combat. Tu vois, autant il faut réconcilier les gens par rapport à l'aspect politique de leur vie, par rapport à la démocratie, le premier pilier, autant je pense qu'il nous faut réconcilier aussi les citoyens avec la production. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a délégué, comme on a délégué à des représentants le pouvoir politique, on a délégué à des représentants la production. Et je pense que tant qu'on déléguera la production à des personnes spécialisées, il nous manquera une jambe à la démocratie. Mais c'est toute la division du travail sur laquelle tu vas revenir. Ah, je pense. Et là, leur base, du coup, c'est fondamental. Mais il y a plein de gens qui ne veulent pas devenir cordonnier, coiffeur,
éleveurs, cultivateurs, il y a plein de gens qui ne veulent pas, quoi. Hein. Mais on pourrait tout à fait imaginer qu'au lieu de payer des impôts, comme le disait Rousseau dans le contrat social, les gens payent en nature, en heure. En venant aux assemblées. En venant aux assemblées, en participant à des tâches collectives qui sont faites habituellement par des fonctionnaires. On pourrait tout à fait imaginer de dispatcher toutes les tâches qui sont nécessaires à la vie d'une commune sous forme d'un micro-service civique. Ce serait quelques heures par semaine. Les gens accepteront. Si c'est vraiment égalitaire, s'il n'y a pas de privilège, tirage au sort. Les gens accepteront. Oui. Par exemple, il y aurait des formations. Avec aucun passe droit, hein. Voilà, aucun passe au droit. Et du coup, on ne pourrait pas se défausser derrière le fait que j'ai de l'argent pour assurer le bien commun et l'utilité commune de notre commune. Et du coup, ça créerait en plus une unité entre les gens, parce que dans un village, quand on assure collectivement les tâches qui sont nécessaires à la survie du village, eh bien, on rencontre Pierre, Paul, Jacques, Jean, on fait différents types d'activités. Et tout le reste du temps, on en dispose pour faire ce qu'on veut, à la limite. Et ça fout un peu le vertige pour plein de gens. L'oisiveté fait peur même aux futurs bénéficiaires. Ils ont peur d'eux-mêmes en se disant quand on dit l'oisiveté est la mère de tous les vices, ça peut être un slogan détestable de négrier qui justifie la mise au travail de toute la société, mais ça peut aussi être une vérité sociale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils ne sont pas dans quelque chose encadrés aux travaux forcés, déconnent complètement, littéralement, se mettent à dominer, maltraiter les autres humains, avoir de mauvaises idées de l'utilisation de leur temps. Faut pas rejeter ça du revers de la main, il faut arriver à remplir le temps. Et du coup, là, je rejoins Jean Zin là-dessus. Oui. Jean Zin, il parle de coopératives municipales. Pour accompagner le revenu de base, d'outils qui permettent aux gens de ne pas être perdus. Parce qu'il dit que lui-même, il aurait besoin, il se sent un peu perdu si on lui laisse la liberté. Là, il voit bien une coopérative où là, il se donnera du mal pour le bien commun. C'est pour ça que dans les villages, l'idée c'est de fusionner une commune avec une coopérative. Et dans cette coopérative, la seule différence par rapport aide les gens à donner vie à des activités qu'ils aiment. Participer au bien commun. Et en même temps participer au bien commun. Donc l'idée c'est préserver le bien commun et le renouveler, première tâche. Et deuxième tâche, donner aux gens les moyens d'expérimenter le chemin de leur propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. C'est-à-dire, il y a une part effectivement de tâches collectives qui sont liées au contrat social. Et puis là, il y a un devoir de la commune de donner les moyens à chacun d'expérimenter le chemin de son propre bonheur. Et si les deux sont associés ensemble en permanence, qu'on ne perd pas d'un côté le bien commun et qu'on ne perd pas l'extension des libertés individuelles, alors à ce moment-là, on peut faire de nouveaux corps entre nous dans un contrat social qui, à mon avis, pourrait être durable. C'est vachement intéressant cette idée de terra, village, tu dis, c'est ça. C'est bien, j'espère que ça va germer, ça. Et donc je serais très heureux, alors d'abord je serais très très heureux de travailler demain là, sur l'atelier quotidien, parce que justement là, on va se former en fait. Voilà, comment tu écrirais les règles de ta monnaie, de la monnaie dans laquelle tu vas distribuer le revenu? Parce que c'est très spécifique, toi, ton revenu de base. Un revenu de base en monnaie parallèle, en monnaie communale, tu vas avoir à écrire, mais tu arriveras peut-être pas demain à écrire tout, mais tu vas commencer, quoi. Hein. Mais moi, je me dis que si on verse le revenu de base en euros, d'autant plus s'il est suffisant, nous allons faire qu'accélérer la financiarisation de l'économie. Parce que où vont aller les personnes dépenser leurs euros? Ils vont aller dans les discounters, puisque 80% des produits sont distribués par les grands réseaux de distribution. Et puis comme ils ont détruit notre équilibre commercial, ils ont tout détruit. Avec le libre-échange, la monnaie va foutre le camp. Alors que si on verse le revenu de base en monnaie citoyenne locale, qui n'est dépensable que localement, voilà, avec derrière un fonds d'investissement pour la transition qui permet de reconstituer l'appareil de production locale. Tout à fait essentiel. C'est fondamental. Tout à fait essentiel, c'est un outil de résistance au libre-échange. Ouais. Mais, encore une fois, je peux me tromper, mais ils vont nous voir venir, quoi. Si ça commence à marcher, ce truc-là... Mais c'est formidable, ils vont nous l'empêcher, mais moi j'attends que ça. Empêcher un truc qui ne marche pas, tout le monde s'en fout. Mais empêcher un truc qui est en train de se déployer. Et comme en plus, c'est ça qui est terrible pour eux, ils ne voient que quand ça commence à devenir grand.
Mais c'est leur erreur fondamentale. Parce que quand ça commence à germer, ça foutu. Va germer partout. Mais c'est foutu. Et là, quand ils vont en interdire un, ils vont avoir un gros nez rouge. Mais les gens ils vont dire, mais attends, on comprend qu'on ne doit pas faire de conneries, mais là, c'est pas une connerie, là. Mais ça marche, regardez, il y a de l'emploi créé, les gens sont contents, c'est fait avec des communes, toutes les parties prenantes de l'économie est là, ils ont fait ça ensemble en éditant des règles mutuellement, au consensus, il y a du développement économique, ils sont heureux, mais pourquoi vous l'interdisez? Ah ben bon, plein de raisons qu'ils vont énoncer, mais ils vont avoir un gros nez rouge, ça va être énorme, ça va être énorme. Et moi je pense que là par contre, et alors là c'est là qu'on verra si on a grandi, par contre, il peut y avoir un retour de bâton, c'est-à-dire un retour de bâton, alors pour le coup, là, méchant, on va voir. C'est-à-dire le fait qu'il interdise et là, dans ces cas-là, on rentre dans la deuxième phase, on va plus faire de la non-coopération, on va faire de la désobéissance. Parce que c'est un devoir de désobéir quand la loi est inique. Voilà. Et là, ils nous l'auront montré. Et tout le monde le verra en plus, enfin tous les gens de bonne foi, parce qu'il y a des gens de bonne foi, moi je pense dans toutes les couches sociales. Je te rappelle que tout le monde est totalement impuissant politiquement. Je te rappelle ça, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Le fait que nous soyons des millions et des millions à avoir vu que le nom de 2005 a été violé en 2008, par des décrets. On l'a tous vu et on a senti ça comme un viol, une violence terrible. On l'a vu, mais nous sommes totalement impuissants politiquement. On l'a vu, mais on a juste rien fait. Mais il se cache. Ça sera pareil là, non? Oui, mais le problème c'est qu'ils se cachent derrière le fait qu'ils ont été élus. Tu vois. Oui, mais tous ceux qui ont voté non, ils savent bien que c'est une couillonnade. Oui, mais en même temps, ils se cachent derrière ça. Et le bon père de famille ou ma mère, par exemple, elle va dire « Ouh là là, je préfère la loi qu'à l'arbitraire. » Même si cette loi, si tu veux, elle n'est pas en ma faveur. Le problème, j'ai discuté la dernière fois avec Patrick Vaury, il dit une chose super, je trouve très très jolie. Il dit moi je travaille beaucoup avec lui. Moi j'adore aussi Patrick. Et Patrick, la dernière fois, je l'ai amené à l'aéroport et il me dit tu sais, dans les mêmes conditions sociales, il y a 100 ans, ça aurait été une révolution. C'est-à-dire que si on avait les mêmes problèmes... La catastrophe, c'est la télé, Frédéric. Oui, mais pas que c'est un outil de contrôle. Oui, mais ça, je suis d'accord. Ça nous enferme. Ouais, mais il dit un truc aussi, je trouve vachement important, c'est que le peuple, aujourd'hui, sait que s'il se révolte maintenant, il n'y a rien à mettre à la place. C'est-à-dire que on sait intrinsèquement, on le sent, parce qu'on est éduqué maintenant, on sent que là, ça merde, mais il n'y a rien qui peut remplacer ça, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut donner un signal que oui, il y a un truc qui marche. Nous entraîner avant, vérifier que ça marche. Voilà. Et après, oui, putain, on rentre dans un... Tu as vu ce que fait Cyril Dion et sa copine? Oui, Demain, le film Demain. Demain, ça va être bien, ça, oui, ça va être bien. Ça devrait être bien. J'espère qu'ils vont mettre une bonne dose de processus constituant populaire. Et ce qui serait formidable, c'est s'ils rentrent dans cette logique de vouloir nous arrêter en changeant la loi, parce qu'il faudrait qu'ils changent la loi pour nous arrêter, y compris qu'ils se battent contre des communes, puisqu'on fera tout ça sur les sols communaux. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils vraiment montrent qu'il ne faut pas, ils vont devoir le faire. Et là, c'est là que, à mon avis, la désobéissance peut-être impliquera de se mettre en situation de constituant. Et là, tout le travail que tu fais, tout le travail mais quand même, c'est quand même toi qui aimes plus ça depuis longtemps. Ce travail de constituant qu'on aura fait tous ensemble, de se préparer à se mettre en cet état de désobéissance. Alors là, pour le coup, tu joues un match et t'es entraîné, donc tu joues bien, quoi. Et là, ce sera énorme. Juste finir sur une réflexion sur l'ego, peut-être. C'est très difficile une fois qu'on est pris dans un engrenage. Là, je vois par exemple, tu commences à être un peu victime de ton succès. Ça met les gens mal à l'aise. Mais moi, je peux dire que il y a quelque chose. On est responsable tous les deux. Enfin, comment dire, la personne qu'on porte au nu et les gens, parce que on a c'est un peu, paraît-il, une vidéo de Lordon qui est sorti à ton propos. Il a beaucoup d'admiration pour toi, mais il te considère comme un doux rêveur, entre guillemets, et je résume, parce que comment dire, l'homme, pour lui, pour Lordon, est désespérément voué à vénérer un maître. Il a ce besoin en lui de... Alors on pourrait aborder Kropotkin avec l'anarchisme et cette vision de l'anarchisme non violent, entre guillemets, qui pourrait être intéressante à développer. C'est toi qui m'avais conseillé ce bouquin dans une de tes vidéos, entre autres, que j'avais trouvé très intéressant. Donc qu'est-ce que tu lui répondrais? Et par rapport à cette réflexion sur l'ego,
Comment nous, en tant qu'êtres humains, donc sollicitables facilement par cette volonté de toute puissance, ce besoin d'être reconnu, comment tu lâches ton mental, toi, par exemple, quand tu as l'impression que ton mental est surexcité, pour rejoindre un peu Vivray qui veut qu'on quitte cette surexcitation et ce... cet éros. Comment toi, est-ce que tu t'y prends à... Non, le pornoïa, parle pas l'éros. L'éros, il aime bien l'éros, c'est le pornoïa qui aime. Pornoïa, oui, d'accord. Moi, il me semble que on a tous en nous du vice et de la vertu, que ce sont les conditions qui nous conduisent à la vertu ou au vice, que l'hubris découle de l'absence de limite, la démesure découle de l'absence de limite, et que l'on y est pratiquement tous exposés. Et vraiment, comme Frédéric, moi je suis vraiment sur la même ligne que lui, c'est vraiment une particularité de Frédéric, ça sert à rien de s'en prendre aux acteurs. Mais vraiment, ça sert absolument à rien de s'en prendre aux acteurs. Il faut des institutions qui vont conduire les acteurs à la vertu, favoriser la vertu et décourager le vice. Et on aura toujours du vice et on n'aura pas que de la vertu, mais c'est par les institutions qu'on aura la moins mauvaise solution possible. Sur quoi j'arrive pas à entraîner Frédéric avec moi, mais ça me donnerait pourtant beaucoup de force, j'aimerais bien avoir Frédéric avec moi là-dessus, mais il veut pas, c'est à participer à l'écriture de ces institutions. Il dit, il nous faut des institutions pour régler nos problèmes sociaux, et il se refuse à participer à leur écriture. Ah bon, pourquoi? C'est comment il le justifie? Et ben alors, il le justifie de façon un peu paradoxale, c'est enfin de ce que j'ai compris, il faudrait lui poser la question à lui, mais de ce que j'ai compris et de nos discussions, il me dit, constitution, donc il défend les institutions, mais quand tu dis constitution, il dit les constitutions, les pires libéraux se servent de la Constitution pour nous enfermer et nous dépolitiser. Mais si c'est nous qui l'écrivons. Eh ben voilà, voilà Frédéric. Enfin moi il me semble que Frédéric donc Lordon ne devrait pas se braquer sur le mauvais usage constitutionnel des affreux libéraux en disant puisque les affreux libéraux se servent de la Constitution pour nous dépolitiser, la Constitution est un mauvais outil pour le corps social. Ben non. Une Constitution d'origine populaire, avec toute l'éducation populaire qui a précédé, avec la philosophie populaire qui a précédé, avec la montée en conscience et en exigence populaire qui a précédé. Il faut qu'on se forme nous-mêmes avant, et c'est parce qu'on est très nombreux, ça y est, on a compris, maintenant on la veut, et c'est parce qu'on la veut qu'on la porte et qu'elle advient. À mon avis, je veux dire, quand on commence à réfléchir à la Constitution, puis qu'on travaille, on apprend à se méfier des chefs. Et donc la malédiction que décrit Frédéric Lordon, quand il dit « les hommes sont consubstantiellement assoiffés de chefs, ont besoin de chefs, vont toujours avoir besoin de chefs et adorer un chef et les conduire à leur perte », j'espère, je pense qu'il se trompe, j'espère qu'il se trompe. Je sais que c'est peut-être moi qui me trompe, mais il me semble que ce n'est pas une fatalité, que c'est la situation actuelle de non-formation, de non-éducation. Personne ne parle de constitution à l'école. Personne ne fait d'atelier constituant à l'école. Personne ne lit Alain, les propos sur le pouvoir et la méfiance nécessaire. Personne ne lit Spinoza à l'école. Spinoza ou des simplifications de Spinoza. Personne n'apprend à être démocrate, c'est-à-dire hyper méfiant par rapport au pouvoir. Personne n'apprend ça à l'école et en profondeur. Et donc, c'est pour ça qu'on dirait que les humains... moi, il me semble que c'est pour ça que on dirait que les humains sont toujours et partout à la recherche d'un chef, mais c'est parce qu'on n'est juste pas entraîné à avoir... Mais en même temps, je suis en train de découvrir Greber, anthropologue, et je lis depuis 2005 Pierre Clastres, qui nous décrivent des sociétés humaines pas théoriques, réelles, existantes. Les sociétés amérindiennes, les Indiens d'Amérique, donc ça c'est du réel, c'est pas du théorique, avaient un chef, c'était des petites tribus de 10, 15, 20 personnes, donc des petites tribus, avaient des chefs,
sans pouvoir. Des chefs dont il était très important de montrer, de donner le spectacle de leur absence de pouvoir. Donc le chef est assis sur un trône, son rôle, et c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui est candidat. Alors un candidat, on s'en débarrasse. Hein. Donc nous choisissons notre semblable. Tiens, tu vas être chef. Tu vas être chef. Donc on le met chef, et à partir de là, il doit parler, et on lui passe devant sans l'écouter pour qu'il se rende bien compte qu'il parle, mais c'est pas lui qui décide. Etc. Il y a plein de signes que les humains, contrairement à l'image que s'en fait Frédéric dans nos sociétés actuelles, où c'est vrai que dans nos sociétés actuelles du gouvernement représentatif, on dirait que nous avons été dressés à avoir besoin d'un chef comme des enfants qui ont besoin d'un père. Mais le spectacle des autres sociétés que la nôtre, avec un État, donc les sociétés sans État, le spectacle des sociétés sans État, les sociétés de pirates par exemple, les pirates décrits, les sociétés décrites par Rediker, absolument passionnant. Les pirates désignent eux-mêmes le capitaine, et ce capitaine n'a pas de pouvoir. Alors il a un pouvoir sauf pendant l'abordage. En cas de guerre, comme les sociétés amérindiennes, les Indiens d'Amérique, le chef n'a pas de pouvoir sauf en cas de guerre. En cas de guerre, le chef, avec ses plumes là, il devient le patron. Et on lui obéit parce que sinon on prend une pâtée. Donc on a besoin d'un chef, on a besoin d'être organisé. En cas de guerre. Mais il distingue bien le cas de guerre C'était le principe chez les Grecs du tyran. Sauf que lui, il rendait jamais le pouvoir. Ben voilà, c'est très différent. Justement, c'est que les sociétés primitives dont parle Grébert, dont parle Clastres, dont parle Rediker avec les pirates, c'est l'exemple inverse de la crainte de Frédéric, parce que ça donne de l'espoir. Les humains non conditionnés dans une société avec un État qui nous conditionne à avoir besoin de maîtres et de leaders et de chefs qui décident à notre place, des sociétés sans État. Il faut lire La Société contre l'État de Pierre Clastres, hein. Magnifique bouquin, La Société contre l'État. Le chapitre 11, le dernier chapitre qui porte le même titre que ce bouquin, c'est enthousiasmant. Il faut vraiment que je fasse un billet de blog là-dessus, qu'on en parle, qu'on s'alimente avec ça. Ça va nous ressourcer. Les sociétés humaines existantes étaient démocratiques, donc les Indiens d'Amérique écrivaient eux-mêmes leurs lois. Ils avaient des chefs sans pouvoir. Et les chefs avaient du pouvoir qu'en cas de guerre, parce qu'en cas de guerre, on en a besoin. Mais un chef, un Indien d'Amérique, n'imagine pas de recevoir un ordre. Il n'imagine pas d'en donner non plus. Donc c'est le contraire de ce dont a peur Frédéric. Mais c'est parce que je pense qu'il y a le spectacle que nous voyons qui nous paraît la normalité, qui est le spectacle associé avec État, mais qui est une dégénérescence. Il y a quelque chose qu'on a laissé grandir parce qu'on n'a pas fait attention. Mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que... Alors, les éco-villages, là, ça va être des sociétés sans État, je pense. Mais justement, est-ce que tu penses que... Alors, moi, c'est un petit peu ma position là-dessus. Alors, tout ce que tu as dit, je souscris complètement. Et en plus, moi, je rajouterais cette idée aussi que pour justement se passer de chef, faut-il être chef de soi-même? C'est-à-dire avoir déjà responsable, responsable de soi, en paix, être en paix, avoir confiance en soi, accepter de se tromper, et donc à partir que les autres se trompent. Voilà, accepter que les autres se trompent. Et dans la mesure où moi j'ai confiance en moi et je me sens bien avec moi et je suis en paix au repos, où je suis pas toujours dans cette frustration continuelle de devoir faire quelque chose pour être bien. Du coup, comme je suis reposé, apaisé et posé, j'ai beaucoup moins besoin d'avoir un mec à qui suivre parce que je suis bien en soi. Et je trouve que notre société, elle gagnerait justement à apporter cette paix aux gens, alors, quelle que soit la forme. C'est vrai que dans la stratégie du choc que décrit Naomi Klein, qui est un outil de... Donc la stratégie du choc, c'est les pouvoirs, c'est l'observation de la tactique, enfin de la méthode des dominants, de dominer en terrifiant leurs victimes par des chocs naturels, donc accidentels ou provoqués. Et c'est vrai que quand on terrifie quelqu'un, il régresse en devenant infantile. Voilà. Et elle prend comme exemple les électrochocs, mais elle prend ensuite comme exemple les catastrophes, les tsunamis et autres épouvantes que les dominants utilisent littéralement, instrumentalisent pour nous infantiliser.